bonsoir à tous. Alors moi, mon rôle est un peu difficile parce que je suis le dernier à passer. Je sais que vous sentez l'odeur des pizzas, je sais que vous les avez peut-être vues, mais il va quand même falloir passer par moi avant d'en manger. Donc je suis désolé, il y a deux sujets qu'on va parler ensemble et ensuite, clairement, vous aurez le temps de manger. Donc mes deux sujets, c'est Android Télé et ensuite Direct Boot. Alors ce n'est pas les deux sujets les plus sexy, je vous l'avoue, mais je vais quand même vous les présenter. Donc sur Android Télé, si toutefois vous ne connaissez pas vraiment la plateforme, imaginons que vous regardiez une vidéo, ce qui est plutôt intéressant sur une télévision. On est sur l'application YouTube et là on a envie de retourner sur le launcher. Qu'est-ce qui se passe? L'application continue la vidéo continue de se jouer. Par contre, si vous essayez de lancer une nouvelle application, le Google Play ou quoi que ce soit, immédiatement la vidéo va se couper. Ce qui est tout de même très très bête. Du coup, l'idée qu'il y a sur Android 7, c'est justement ce qu'on appelle le Picture-in-Picture, qui est en fait l'équivalent du redimensionnement que l'on a vu auparavant, mais appliqué aux fenêtres. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici, on voit qu'on a l'appli du Google Play, et en haut à droite, on a donc notre vidéo qui est encore en train de jouer. Le principe, c'est donc, cette limite qui était plutôt bête avant sur les vidéos, disparaît maintenant. Donc du coup, tout simplement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on implante le Picture-in-Picture. Et c'est tout simple. Dans un premier temps, dans l'Android Manifest, il faut rajouter ces attributs-là en plus dans votre activité. Ici, il s'agit de l'activité qui joue la vidéo. Ensuite, ce que Google recommande, mais qui n'est pas obligatoire de faire, c'est le launch mode, le passer en single task. Pourquoi? Parce que, imaginons, vous avez votre vidéo qui est en train d'être jouée dans le Picture-in-Picture, et à ce moment-là, vous lancez une deuxième vidéo. C'est un peu compliqué à gérer, et donc c'est pour ça que Google recommande de passer par ce launch mode-là à la place. Donc ça, tout simplement, ça nous permet de dire « mon activité, elle est compatible ». Picture-in-Picture. Mais ça ne se fait pas automatiquement, il faut que ce soit l'utilisateur qui clique sur un bouton et qui transforme justement notre activité pour la mettre en haut. Donc ici, c'est le petit bouton que vous voyez en bas à droite. Donc sur Android Télé, c'est très très simple de gérer toute la partie UI, notamment ici les contrôles, parce que ça fonctionne avec un adapteur sur lequel on va dire rajoute-moi tel et tel bouton, et lui automatiquement il fait tout pour nous. Donc typiquement, ici on n'a pas besoin de se prendre la tête en disant il faut que je pense à mettre le drawable du Picture-in-Picture. Pas de problème, c'est ça qui le gère. Donc concrètement, comment ça marche? Tout simplement, on regarde est-ce qu'on supporte le Picture-in-Picture. Dans ce cas-là, on affiche le bouton. Pas très très compliqué. Ensuite, une fois qu'on a affiché le bouton, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut réagir à cet événement-là. Et on va tout simplement dire à notre activité, entre dans le mode Picture-in-Picture. Donc on fait Enter Picture-in-Picture mode. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, notre activité qui est en plein écran, elle va venir se mettre en haut, à droite de l'écran. C'est-à-dire comme ceci, tout simplement. Pour info, cette taille de Picture-in-Picture, elle n'est pas modifiable, c'est l'OS qui l'a définie. Et de la même manière, l'emplacement qui est en haut à droite, c'est pas vous qui le choisissez, c'est l'OS. Sachant que pour info, dans les guidelines matériels, le Picture-in-Picture, il est en bas. Mais bon, Google, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on va démarrer le mode Picture-in-Picture, ça va prendre votre activité, ça va la redimensionner et la mettre en haut de l'écran. Dans le Picture-in-Picture, la télécommande, parce que sur une Android Télé, c'est comme ça que ça fonctionne, le Picture-in-Picture, on ne peut pas le choisir, il n'est pas focusable. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre des contrôles sur cet écran-là, parce que tout simplement, l'utilisateur ne pourra pas y aller. Et en plus, vu comme c'est petit, je pense que l'utilisateur ne comprendra rien. Donc grosso merdo, qu'est-ce qu'on fait? Quand on active le mode Picture-in-Picture, vous avez une méthode qui est appelée. Et donc, dans ce cas-là, quand on active le mode Picture-in-Picture, on désactive nos contrôles. Et quand on revient en mode normal, et tout simplement, on les raffiche. Voilà, c'est tout simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce petit carré qui est en haut, les guidelines disent qu'il ne faut surtout pas mettre tout ce qui est texte, c'est plutôt mettre des vidéos, des images, des choses comme ça. Et donc, voilà tout pour le Picture-in-Picture. Non, j'ai oublié quelque chose. Le life cycle avec le Picture-in-Picture, il est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que quand vous allez activer le Picture-in-Picture, automatiquement, le on-pause de votre activité va être appelé. Bizarre. Donc du coup, ce qu'il faut surtout faire, c'est que quand on est dans le on-pause, il faut regarder est-ce qu'on est en mode Picture-in-Picture. Si c'est le cas, tout simplement, on va continuer de jouer la vidéo et pas la mettre en pause. Parce que généralement, ce qu'on fait, on résume, on démarre la vidéo, on pause, on l'arrête. Là, il ne faut surtout pas le faire. Du coup, ce que Google dit, c'est
bon, on va peut-être moins se prendre la tête. Au lieu de faire onResume et onPause, on va faire le onStart et le onStop. Comme ça, vous avez tout simplement plus à vous dire if machin. Voilà, c'est géré par l'OS en lui-même. Et c'est tout ça, tout ce que j'avais à dire sur la partie Picture-in-Picture. Vous avez une application qui est sur GitHub que vous voyez juste là, dont le code est disponible et qui fonctionne. Alors, le problème avec les exemples de Google, c'est qu'ils fonctionnent, ils vous montrent comment l'API marche, mais très souvent, ça crache. Donc, voilà, c'est un exemple de Google, vous le reconnaissez à ça s'il crache, donc voilà. Non. Moi, sur DirectBoot qui est après, c'est pareil, l'exemple crache, donc... Voilà. Deuxième autre fonctionnalité qui est arrivée sur Android Télé, c'est la possibilité d'enregistrer des chaînes. Alors là, pareil, si vous ne connaissez pas, juste je vais vous expliquer comment ça marche. Donc le principe sur Android Télé, c'est que l'on a une application qui s'appelle Live Channels en anglais ou TV en français. Cette application-là, elle arrive avec l'OS. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder toutes les applications que vous avez sur la box, par exemple, et elle va regarder toutes celles qui émettent en flux vidéo. Et ensuite, elle va vous présenter ça de manière classique, comme vous avez l'habitude de regarder vos chaînes de télé en faisant suivant, machin, truc. Gérer le guide des programmes. Tout ça, c'est géré avant Android 7, ça marche nickel. Mais ce qui manquait et qui est quand même plutôt intéressant sur une télé, c'est la possibilité d'enregistrer le flux. Donc soit de l'enregistrer maintenant, soit de l'enregistrer un peu plus tard. Et donc, pour ça, il y a des nouvelles API qui arrivent avec Android 7, qui sont disponibles. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire fonctionner ce système-là, il faut une application qui s'appelle Live Channels. Et ce qui est très bien de la part de Google, c'est l'application Live Channels, ça n'a pas été mise à jour. Donc concrètement, on a une fonctionnalité, on ne peut pas la tester. Donc du coup, je suis désolé, je ne vais pas vous parler de cette API-là, parce que vu que je ne l'ai pas testée, je n'ai pas envie de vous parler d'un truc dont je ne sais pas comment ça marche. Et même, je ne sais même pas visuellement à quoi ça ressemble, tout simplement parce que Google n'a pas mis à jour l'appli. C'est d'où l'intérêt de faire des previews d'Android plusieurs mois à l'avance. Ouais, bref. Donc du coup, ça c'est tout ce qu'il y avait sur Android Télé. Bien évidemment, on retrouve toutes les améliorations qu'on retrouve sur Android 7, mais ça c'était les deux qui concernent principalement la télévision. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième sujet, et qui est extrêmement pas sexy du tout. Mais très honnêtement, il va falloir que vous le compreniez. Et j'essaye justement de vous faire cette présentation pour que vous essayiez de comprendre le système. Parce qu'en lisant la doc d'Android, c'est chaud pour comprendre quelque chose. Donc je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc avant de vous parler en soi de la fonctionnalité, je fais quelques rappels histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc dans un premier temps, je suis convaincu que vous avez fait une appli un jour ou l'autre qui disait je veux être notifié du moment où démarre le téléphone. Pour ça, c'est très simple. On demande une permission et on écoute le boot completed. Et vous voyez, même, j'ai redémarré un Magic exprès, ça fonctionne même sur le Magic. Voilà. Et donc ça, c'est depuis les toutes premières versions d'Android. Ce boot completed, il a un tout petit peu évolué avec Android 3.1. Où désormais, pour que ça fonctionne, il faut forcément que vous ayez lancé une première fois l'application, sans quoi le boot completed, vous ne le recevrez pas. Pourquoi est-ce que Google en fait ça? Tout simplement pour les applis type malware qui s'installent dans votre dos et qui profitaient du démarrage pour faire tout ce qu'elles avaient envie de faire. Donc c'est une manière justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas du code qui puisse s'exécuter sans que vous n'ayez au moins ouvert une première fois l'application. Mais ça, c'est pas nouveau, Android 3.1, ça date quand même d'il y a un petit moment. Donc ça, boot completed, gardez-vous ça dans la tête, je vais vous en reparler tout à l'heure. Ensuite, en parallèle, il y a eu l'arrivée du chiffrement sur Android qui est arrivé cette fois-là avec la version 3.0. Donc qu'est-ce qui se passe avec le chiffrement? Dans un premier temps, on est sur ce qu'on appelle du full disk encryption. C'est-à-dire que toutes vos données sont chiffrées ensemble et elles ont une clé pour les déverrouiller toutes ensemble. Ça, c'est la manière dont ça a fonctionné jusqu'à Android 6. Jusqu'à Android 7, sur Android 7, il y a justement un nouveau type de chiffrement que je vais vous parler. Pour simplifier, sur 4.4, la sécurité s'est améliorée. Sur Android 5, il y a eu diverses améliorations, notamment pour l'utilisateur où c'est un peu plus simple à utiliser. Et donc sur Android 7, c'est un nouveau type de chiffrement. En parallèle, juste aussi deux petites choses. Quand Lollipop est sorti, Google a dit « je veux que tous les nouveaux téléphones qui sortent, ils soient chiffrés ». L'exemple, c'est le Galaxy S6 qui n'est pas chiffré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils ont dit « bon,
On s'est fait avoir sur Lollipop. Maintenant, sur Marshmallow, on exige que tous les nouveaux téléphones, toutes les nouvelles tablettes soient forcément chiffrées lorsqu'elles sont vendues. Donc on parle uniquement des nouveaux terminaux, pas des anciens. Si typiquement vous aviez le Galaxy S6 en version 5 et que vous faites la mise à jour en 6, il ne sera pas chiffré. C'est vraiment que les nouveaux. Si d'ailleurs vous voulez comprendre comment tout ce chiffrement marche sur Android, je vous conseille le lien qui est là, parce que ça l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Donc jusqu'à 4.4, je vous ai expliqué, on avait un chiffrement qui était pour l'ensemble des données et il fallait donner une clé pour en fait le déverrouiller. La manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on avait ce qu'on appelle le démarrage sécurisé. C'est le terme qui est utilisé dans Android. Le principe, c'est que pile poil après votre bootloader, vous allez avoir un écran qui ressemble à peu près à celui-là, qui est bloquant. Donc Android à ce moment-là n'est pas booté et qui va vous demander le mot de passe pour justement déverrouiller les données pour ensuite pouvoir booter Android. À l'époque, donc jusqu'à 4.4, les mots de passe ils étaient soit sous la forme du texte, soit sous la forme d'un code PIN. Et bien évidemment, le démarrage est bloquant. Donc si votre téléphone redémarre, tant que vous n'avez pas mis votre mot de passe, vous allez être bloqué sur cet écran-là. Sur Android 5, il y a quelques nouveautés. Déjà, la possibilité d'utiliser d'autres types de choses pour déverrouiller, notamment un schéma, ou alors rien aussi, c'est possible. Et surtout, ce que je vous ai appelé le démarrage sécurisé devient optionnel, c'est-à-dire que l'écran bloquant, maintenant, n'est plus obligatoire. C'est l'utilisateur qui dit « oui, je le veux, non, je ne le veux pas ». Sachant que ça, si vous utilisez un MDM, par exemple, ce n'est pas forcément à vous de le choisir, hein, c'est le MDM qui peut dire « non, je veux le démarrage sécurisé ». Le problème de ce démarrage sécurisé, c'est que donc Android n'a pas booté, donc aucune application tierce ne fonctionne à ce moment-là. Et ça, bien évidemment, ça bloque le lancement du terminal. Imaginons, je vais vous donner un exemple très, très simple, imaginons que votre téléphone, vous ayez mis des alarmes pour vous réveiller le matin, et pour une raison X ou Y, le téléphone redémarre pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone il va être bloqué sur cet écran-là, et vous n'allez pas vous réveiller le matin, tout simplement parce que les alarmes ne vont pas sonner, ce qui est plutôt dérangeant. D'où le fait que l'on ait maintenant ce qu'on appelle Direct Boot, qui va justement corriger ce problème-là. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît Direct Boot? C'est grâce à la petite notification qui vous dit des fonctionnalités peuvent être limitées. Ça veut dire vous avez Direct Boot. Et donc, le principe, c'est que auparavant, on avait un écran bloquant qui lançait Android. Là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a Android qui est en grande partie lancé, et on arrive sur un écran sur lequel les applications tierces vont pouvoir fonctionner, donc vos applications tierces vont pouvoir fonctionner, et justement, le cas de l'alarme n'existe plus. Un truc qui est très important, et qui n'est pas franchement documenté, pour que vous ayez Direct Boot sur votre téléphone, il y a plusieurs choses. Logiquement, il faut que vous ayez Android Nougat. Ça, je pense que c'est logique. Il faut que vos données soient chiffrées. Et surtout, il faut que vous ayez le chiffrement basé sur un fichier. Si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez un Nexus qui est passé d'Android 6, qui avait l'ancien type de chiffrement, et que vous avez la mise à jour d'Android 7, vous gardez l'ancien type de chiffrement, donc vous n'avez pas Direct Boot. Ça, c'est quelque chose que Google dit très peu, mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne. Donc autant vous dire que Direct Boot, si on attend le jour où Android 7 va être majoritaire et le jour où tout le monde aura le bon type de chiffrement, cette fonctionnalité, elle va être vraiment utile que dans quelques bonnes années. Donc concrètement, ce mode Direct Boot, ça va permettre à vos applications de fonctionner avant que l'utilisateur ait déverrouillé le téléphone pour la première fois et donc que le stockage soit disponible réellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre application puisse fonctionner avant que vous ayez mis le mot de passe? Sur l'ensemble de vos receivers, de vos services, de vos content providers, il faut rajouter Android Direct Boot Aware à True. Et de la même manière qu'on avait Boot Completed, maintenant il faut écouter le Locked Boot Completed, qui veut dire donc l'étape avant qu'on ait déverrouillé. Vous verrez qu'il est possible, Google dit même dans la doc que c'est possible, de le mettre également sur l'activité, le Direct Boot Aware à True. Mais en fait, quand vous allez essayer de lancer votre activité, Android va vous demander votre mot de passe. Donc en gros, ça ne sert à rien. Et donc ça, c'est une première étape. Vous verrez aussi qu'il est possible sur le tag application, donc sur le tout premier tag de l'Android Manifest, de mettre aussi Direct Boot Aware à True. Vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce ça ne fonctionne que sur les applications système. Donc sur Android Studio, il n'y a pas d'erreur lint à l'heure actuelle, mais voilà, il faut le savoir, si vous le mettez, ça ne fera rien
Si vous avez une application utilisateur, bien évidemment, si vous avez une appli système, ça va marcher. Donc là, je vous ai dit, maintenant, votre application, elle peut fonctionner au démarrage. Mais si vous vous rappelez, on n'a pas encore donné le mot de passe pour donner accès aux données. Et nous, on a une application horloge qui doit lancer une alarme à un moment donné. Et cette info-là, elle le prend sur le disque, dans une base de données, dans un fichier, dans quelque chose. Et donc là, en l'état, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on change de type de chiffrement et que maintenant, on va avoir dans les applications Android 2 types de stockage qui sont disponibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Credential Encrypted Storage, le CE, pour faire plus vite. Ça, c'est le stockage dont on a tous l'habitude d'utiliser. C'est celui qui est accessible une fois qu'on a donné son mot de passe. Et donc, il n'y a rien qui change, en fait. Ce qu'il va y avoir en plus, maintenant, c'est un deuxième type de stockage qui, lui, a la faculté, à la propriété plutôt, de fonctionner à la fois avant que vous ayez déverrouillé, mais aussi après. Et celui-là de stockage, il s'appelle Device Encrypted Storage, et il s'appelle DE, pour faire plus vite. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce nouvel espèce de stockage? Pour ça, en fait, il faut demander un nouveau contexte, un contexte qui va pointer vers ce nouvel espèce de stockage, et ça se fait avec cette méthode-là. Une fois que vous avez obtenu votre contexte, c'est comme avant, vous écrivez des fichiers, vous faites ce que vous voulez grâce à ce contexte-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous aviez vos données avant qui étaient sur l'ancien type de stockage, qui est donc le CE, mais vous avez envie de l'utiliser avant que l'utilisateur ait déverrouillé. Donc pour ça, il va falloir tout simplement migrer vos données. Et vous avez deux méthodes qui peuvent vous aider, qui est une pour déplacer la base de données et une autre pour déplacer les préférences. Ce qui se passe, c'est que ça déplace la base de données dans sa globalité et le fichier des préférences dans leur globalité. Si vous voulez faire du différentiel, c'est forcément à vous de le faire. Android ne le fera pas du tout à votre place. Si toutefois vous êtes une application système et que vraiment, en fait, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez aussi la possibilité de dire « Bon, moi je m'en fous, je vais utiliser uniquement le stockage qui est disponible avant et après, donc le DE ». Mais il faut faire très attention à ce que l'on met justement sur ce nouvel espèce de stockage. Pourquoi? Parce que ce sont des données qui sont accessibles sans que l'utilisateur ait donné un quelconque mot de passe. Donc imaginons, vous perdez votre téléphone, quelqu'un récupère votre téléphone, et donc toutes les données qui sont accessibles dans cette espèce de stockage, il y aura accès très facilement. Donc surtout, il ne faut pas mettre je sais pas, votre numéro de carte bancaire, des choses comme ça, c'est pas forcément le bon endroit. Ici, c'est vraiment uniquement des infos pas importante. Pas importante. Du coup, maintenant vient l'étape où on peut... donc on a dit que notre application, elle pouvait fonctionner avant que l'on ait booté. Et on a aussi dit on peut accéder à nos données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tester. Donc si on a fait une migration depuis Android 6 ou peu importe quoi, il va falloir changer de type de chiffrement. Pour ça, il faut passer dans les options pour les développeurs. Pour ça qu'en gros, aucun utilisateur lambda ne fera jamais ça, et que la fonctionnalité, elle va mettre très longtemps à arriver, où vous dites que vous voulez changer le type de chiffrement. Il faut faire très attention si vous faites ça sur votre téléphone, parce que vous allez perdre toutes vos données, parce qu'il va tout reformater. Donc, je vous conseille plutôt d'avoir un device de test à côté pour faire ce genre de choses-là. Toutefois, il existe un mode d'émulation qui est en gros quand vous allez lancer cette commande, redémarre votre téléphone et fait comme s'il y avait direct boot. Pour avoir testé, je ne suis pas convaincu que l'émulation soit toujours parfaite. Donc c'est pour ça que je pense que je vous recommande plutôt d'avoir un device qui est le bon type de chiffrement. Et comme ça, de cette manière-là, ce sera OK. Donc voilà. Maintenant, je vais revenir à ce que je vous parlais au début de notre boot completed. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a la faculté de fonctionner avant que l'utilisateur ait saisi un mot de passe. Mais comment, en fait, comment est-ce que, entre les nouvelles versions, entre direct boot, entre pas direct boot, ça fonctionne? Donc, je vais vous récapituler ça, parce que ça, typiquement, Google ne vous le dit pas. Donc, écoutez. Donc, comment ça fonctionnait avant Nougat? Tout simplement, dès que l'animation de boot était finie et qu'on arrivait sur Android, il y avait le boot completed qui était lancé. Ensuite, si on voulait savoir est-ce que l'utilisateur a déverrouillé, on avait un autre intent qui s'appelle user present, mais ce n'est pas un intent top, parce qu'en gros, il est envoyé à chaque fois que l'utilisateur déverrouille, donc pas uniquement la première fois. Et ensuite, si vous utilisez un écran de déverrouillage custom, rien ne dit que cet écran de déverrouillage custom envoie cet intent-là. Bon, moyen. Maintenant, on va passer sur Android Nougat et on n'a pas direct boot. OK.
Bon, je vais accélérer du coup, parce que a priori on me dit de partir. Mais, donc du coup, sans direct boot, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vous ai dit, il y a un nouvel intent qui est envoyé, c'est locked boot completed. Donc lui, maintenant, il vient en premier sur Nougat. Ensuite, on n'a pas direct boot sur ce téléphone-là. Donc le boot completed, il va arriver en fait maintenant. En gros, vous avez locked boot completed et immédiatement le boot completed qui est envoyé. Et vous avez aussi un nouveau qui s'appelle action user unlocked. Alors ça, c'est aussi pas très simple. Du moins, je ne sais pas pourquoi Google a fait ça, mais bon, bref. Si vous voulez savoir que le téléphone a été lancé, le boot completed, maintenant, il faut l'utiliser uniquement si vous avez des receveurs qui sont enregistrés dans l'Android Manifest. Si par contre, vous voulez enregistrer un receiver dans le Java, il faut utiliser Action User Unlocked à la place. C'est la nouveauté qui arrive avec Nougat. Et on a toujours notre user present. Maintenant, on a direct boot. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on arrive sur Android, on a bien notre locked boot completed, et tant que l'utilisateur ne va pas déverrouiller, tant qu'il ne donne pas la clé pour déchiffrer vos données, bah, le boot completed ne sera pas envoyé. Et c'est uniquement une fois qu'il l'aura fait que le boot completed va être envoyé. Donc concrètement, vos applications, si elles utilisent le boot completed, ça va continuer de marcher, c'est juste que ça va être envoyé à des moments différents. Et vous avez toujours votre user present. Enfin, dernière chose, direct boot, dans ce mode-là, vous avez tout à fait la possibilité de changer d'utilisateur. Donc, il n'y a aucun problème pour le supporter. Vous avez aussi une nouvelle méthode qui vous permet de savoir est-ce que l'utilisateur a déverrouillé ou pas. Et vous avez aussi l'exemple de code de Google qui crash. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie direct boot. Ensuite, je fais très vite pour juste vous donner 2-3 petites choses que peut-être vous ne connaissez pas sur Nougat. C'est juste 2 choses. Le premier, maintenant, sur les applications. Dans l'écran paramètres, sur votre application, vous pouvez rajouter une petite roue qui en fait redirige vers votre écran paramètres. Pour ça, c'est très simple. Sur votre activité, il suffit de rajouter cet intent filter là et ça va le faire automatiquement. Il y a la possibilité de mettre de la sécurité, mais je vous laisserai lire les slides. Ensuite, pour ce qui concerne les langues, il y a du nouveau sur Nougat. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre téléphone soit en français France et que vous installiez une application français-Belgique où il n'y a que du français-belge. Il n'y a rien d'autre. Comment ça se passe avant Nougat? Il va regarder, est-ce que le français de France existe? Non. Est-ce que le FR tout court existe? Non. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vous affiche l'application en anglais, la valeur par défaut. Pas très pertinent. Maintenant, qu'est-ce qui change sur Nougat? C'est que, certes, il va regarder, le FR n'existe pas toujours. Par contre, il va regarder s'il existe une variante FR. Et donc, il va vous afficher votre application en français-belge. Donc typiquement, vos utilisateurs, il y a moyen qu'ils aient des nouvelles langues en passant sur Android Nougat de cette manière-là. Et enfin, dernière des dernières choses, sur Nougat, on a maintenant la possibilité donc, de définir en premier une langue principale, comme on a toujours eu l'habitude, et ensuite on peut mettre des langues secondaires. Typiquement, je vais vous donner l'exemple de Google Play Kiosque qui est en flux d'actu. Moi, dans mon cas, ça met des actus en français et en anglais. Ben, grâce à ce système-là, ça permet justement de dire que moi j'ai envie d'avoir l'interface en français mais aussi en anglais. Pour ça, pour récupérer cette liste de langues, ça passe par la classe qui s'appelle localList et vous récupérez ça très simplement. Et pour faciliter l'internationalisation, il y a maintenant ICU4G qui est arrivé. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est quelque chose qui va grandement vous aider dès lors qu'il faudra traiter de l'internationalisation, faire des choses là-dessus. Et donc voilà, c'était tout. Les pizzas sont bientôt là. Est-ce que vous avez des questions? Je me suis permis d'éditer cette vidéo pour ajouter une question qui m'a été posée et qui demandait « Lorsqu'on a un terminal sur Android Nougat sans le mode Direct Boot, a-t-on accès au stockage lors du boot completed ?» La réponse est oui, car cet intent est toujours envoyé une fois le stockage accessible. On peut tout de même se demander comment cela est possible sans démarrage sécurisé. En réalité, il faut différencier 2 mots de passe. Le premier qui est utilisé pour déchiffrer et le second qui lui est utilisé pour déverrouiller l'écran du téléphone. Le premier est uniquement demandé lors du démarrage sécurisé ou alors avec Direct Boot. En dehors de ces 2 modes, le mot de passe pour déchiffrer, et donc à ne pas confondre avec celui pour déverrouiller, c'est celui par défaut du système. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Essayez de chiffrer votre téléphone sur Lollipop et d'utiliser uniquement le swipe pour déverrouiller.
le téléphone démarrera bien et aura accès aux données, simplement car il aura déchiffré grâce à un mot de passe par défaut. Donc sur Nougat, si Direct Boot n'est pas compatible et que le démarrage sécurisé n'est pas présent, c'est comme si on utilisait le mode swipe sur Lollipop et donc un mot de passe par défaut pour déchiffrer. Donc au final, quand on reçoit le boot completed, forcément le stockage est toujours bel et bien accessible.